7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Et donc oui, je le disais, c'est l'heure de votre vidéo. Nous retrouvons notre journaliste partenaire Xavier Aimant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. Et puis nous recevons donc tous les deux aujourd'hui Virgile Dernoncourt. Bonjour. Bonjour Liselotte, bonjour Xavier. Alors vous étiez justement chargé de la réalisation du dossier pour Livre Arbitre ayant pour thème la littérature flamande. Et puis au-delà de ça, vous êtes un militant culturel flamand. Alors on va commencer par parler du dossier, si vous voulez bien. Le dossier commence en expliquant que on a assez peu de références littéraires du pays flamand. Quand on parle de la Provence, on pense à Giono. Quand on parle de la Normandie, on pourrait penser à Chateaubriand. Dans le Nord, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce que lorsque vous vous êtes attaqué à ce dossier, vous-même, vous avez dû chercher ces références littéraires, ou bien est-ce que déjà vous connaissiez quelques grands noms peut-être peu soupçonnés ? Alors non, en ce qui me concerne, j'ai la prétention de penser que je connais assez bien la littérature régionale, non seulement de Flandre, mais également de l'Artois et du Hainaut, et plus particulièrement car j'ai cet avantage de parler un tout petit peu le flamand, de maîtriser également la littérature flamande de France, mais en langue flamande. Donc non, je crois que Patrick Wagner avait compris que j'étais certainement l'une des personnes les mieux indiquées pour gérer le dossier. Il y a quand même quelques auteurs de la région qui sont connus sur l'ensemble du territoire. Je pense par exemple à Marguerite Yourcenar, de son vrai nom, Kleineweg de Crayoncourt, dont Yourcenar est l'anagramme. Mais je crois que la littérature du nord de la France n'est pas une exception. Une grande partie des littératures régionales sont très peu connues finalement à Paris, car elles sont en réalité des littératures régionalistes. Vous avez cité Giono et Chateaubriand, on aurait pu ajouter Pagnol également. Il y a évidemment des exceptions à la règle, mais l'immense majorité des auteurs que les Parisiens pourraient qualifiés de provinciaux sont finalement assez peu connus en la capitale. Donc finalement, s'intéresser à la littérature de sa région et de son territoire, c'est une façon de se réenraciner et c'est quelque chose d'important. Mais oui, c'est un peu comme ce texte breton qui s'appelle La découverte ou l'ignorance. Effectivement, je crois qu'il est nécessaire de s'intéresser à toutes les littératures, à commencer par celles auquel il nous est possible de s'identifier le plus. Évidemment, ici, la littérature du nord de la France développe un certain nombre de thèmes particularistes ou régionalistes. Il existe par exemple un poète de la mine et des mineurs qui s'appelle Jules Mousseron. Évidemment, je peux comprendre que ça parle peut-être un peu moins au reste du territoire, mais je crois qu'il est nécessaire effectivement de s'intéresser, et non seulement de s'y intéresser, mais de promouvoir les littératures régionales. Xavier Aimant. Oui, alors j'avais une question liminaire. Le principe de la revue Livre Arbitre, c'est donc de faire un tour de France littéraire, région par région. Mais la revue a choisi de se baser sur les régions, on va dire, modernes. Donc sur le découpage contemporain un petit peu de la France. Donc pour le numéro qui nous intéresse, le dossier regroupe la Flandre, donc que nous avons évoqué, mais aussi l'Artois, l'Hainaut et la Picardie. Alors je voulais vous demander si ce regroupement géographique vous semble avoir un sens, une cohérence historique et culturelle, ou alors c'est un petit peu artificiel comme le sont parfois les découpages administratifs modernes. Bon, eh bien tout d'abord, le dossier a le mérite, je crois, de reprendre le nom des comtés historiques de la région. Donc je crois que de ce point de vue, c'est un titre un peu plus heureux que Hauts-de-France ou Nord-Pas-de-Calais ou le Pays Ch'ti. Concernant la Picardie, pardon, il peut y avoir, on va dire que le sud de la Picardie, je pense notamment au département de l'Oise, est finalement très éloigné du substrat culturel de la Flandre, de l'Artois et du Hainaut. Pardon, mais en ce qui concerne la langue picarde, néanmoins,
Elle est pratiquée bien évidemment dans une partie importante de la région que l'on appelait que l'on appelle encore le Nord-Pas-de-Calais. Donc je crois que c'est un dossier finalement assez cohérent, sauf à vouloir absolument tomber dans des querelles de territoire et de terroir finalement assez stériles. Non, non, je crois que de ce point de vue, le dossier est parfaitement cohérent. Alors vous-même, vous avez dirigé ce dossier, mais vous avez aussi produit des articles, et vous avez notamment fait un article sur l'abbé Gantois, qui est une grande figure du mouvement flamand, mais qui est lui aussi assez peu connu, je pense, des Français. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce personnage qui est assez majeur dans l'histoire du mouvement flamand? Oui, alors c'est peut-être l'article le moins littéraire du dossier. L'abbé Gantois est un prêtre qui naît au début du XXe siècle dans une famille euh, dans laquelle les parents parlent flamand, sont des notables, mais le jeune Jean-Marie Gantois est élevé uniquement dans la francophonie. Il intègre le séminaire et c'est là où il apprend la langue flamande pour une raison très simple, c'est que la langue flamande est enseignée au séminaire parce que l'immense majorité des fidèles de l'Église dans la zone allant, on va dire, d'Armentières à Dunkerque, euh, parle flamand. Le flamand est la langue maternelle de nombre de ces ouailles et certains d'entre eux ne comprennent d'ailleurs pas du tout le français. C'est la raison pour laquelle l'abbé découvre sa langue. C'est une véritable découverte qui va le faire glisser progressivement vers un régionalisme teinté de maurassisme d'action française avant de se diriger vers un séparatisme beaucoup plus dur qui sera d'autant plus radicalisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'abbé Gantois écrit un certain nombre d'ouvrages, quasiment tous sous pseudonyme. D'ailleurs, c'est une pratique assez curieuse. Davantage des écrits polémistes que réellement une œuvre littéraire, mais au sein de ces textes, j'ai souhaité montrer que l'abbé Gantois était quand même au-delà du polémiste et du prêtre politique, un écrivain qui écrit d'ailleurs de fort belles lignes sur la Flandre et le peuple qui l'habite. Très bien, merci pour cet éclairage. Et alors justement, votre deuxième article, lui, est plus purement littéraire, puisqu'il est consacré à Michel de Swan, excusez-moi si je ne prononce pas bien, Non, non, c'est tout à fait ça. qui lui aussi est assez méconnu en France, alors qu'il est très largement étudié dans l'espace néerlandophone, pardon. Est-ce que là aussi vous pouvez nous présenter un peu cet auteur méconnu, mais qui fut notamment traducteur de Corneille? Absolument, de Corneille et de Campistron également. Michel de Swan, comme l'on dirait de l'autre côté de la frontière, est un poète dunkerquois, contemporain de Louis XIV et qui est un témoin direct de l'annexion de Dunkerque et de la Flandre par le royaume de France. Alors, très certainement serait-il exagéré de vouloir faire de Michel de Swan un précurseur de l'autonomisme ou de revendications flamandes. Néanmoins, il est absolument certain qu'il a toujours souhaité écrire ses œuvres en flamand. Il participait à nombre de concours des chambres de rhétorique. Alors là également, ce sont des choses peut-être assez peu connues sur l'ensemble du territoire. Les chambres de rhétorique sont des espaces dans lesquels les villageois et les classes les plus populaires déclamaient de la poésie ou également effectuer des scènes de théâtre profanes ou religieuses. Et Michel de Swan, à ce titre, est considéré comme le prince de la rhétorique, comme l'un des plus grands écrivains flamands du XVIIe siècle, pardon. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est encore largement étudié en Flandre belge et aux Pays-Bas, alors qu'il est quasiment inconnu en France. Mais bon,
finalement, c'est assez normal puisque, comme je vous l'indiquais, il n'écrivait que dans sa langue natale, le néerlandais, le flamand néerlandais. Vous parliez à l'instant de ces vers qui étaient déclamés. Effectivement, il y a une grande tradition poétique dans le nord de la France, notamment à travers les fables. Et là, pour le coup, je suis certaine que tous les auditeurs connaîtront l'auteur que je vais citer, puisqu'il s'agit de Jean de La Fontaine, qui était originaire donc de Château-Thierry. Absolument. Alors, bien évidemment, le dossier de la revue Livre-Arbitre ne peut prétendre à l'exhaustivité. Il y a énormément d'auteurs qui auraient mérité leur place au sein du dossier. Vous l'indiquez, Jean de La Fontaine. Je pense également à Jules Verne, qui aurait pu faire l'objet d'un article. Georges Bernanos, c'est un parti pris de ma part. Je n'ai pas souhaité qu'il figure dans le dossier. Je crois qu'il pourrait faire l'objet d'un dossier à part entière d'un prochain numéro. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché de contributeur sur cet écrivain. Je pense également à Marguerite Yourcenar. Il y a évidemment Sainte-Beuve également. Il y a énormément d'auteurs qui avaient toute leur place dans le recueil. Et Jean de La Fontaine, vous avez absolument raison. C'est Bernard Lecomte qui, dans les premières pages du dossier, regrette que ces auteurs aient, selon ses mots, fichu le camp, parce qu'effectivement, ils sont originaires du Nord, et puis finalement, ils partent généralement pour la capitale ou au moins des grandes villes. Finalement, est-ce que c'est parce que la population du Nord de la France, qu'on a tendance à s'imaginer plutôt constituée des classes populaires, était peu réceptive à cette littérature? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'ils ont dû se tourner vers les populations plus lettrées de la capitale? Tout dépend si. Alors, en ce qui concerne les auteurs qui ont véritablement produit une littérature régionaliste, je crois qu'ils sont restés dans la région. Ils se sont évidemment condamnés à ne pas sortir et que leur œuvre ne soit pas connue à Paris et dans le reste du territoire. Effectivement, un certain nombre d'auteurs ont choisi de gagner la capitale, mais je crois que ça n'est pas le seul fait des auteurs du Nord-Pas-de-Calais. Concernant la réception de ces auteurs auprès des classes populaires de la région, je crois qu'au contraire, l'exemple des chambres de rhétorique indique que les classes populaires pouvaient être extrêmement intéressées par la littérature et les arts écrits et oraux. Il est vrai que ces dernières décennies, et notamment depuis les effondrements successifs des bassins industriels de la région, la population s'est énormément appauvrie culturellement et la télévision a fait le reste, je crois. Xavier Aimant. Oui, alors parmi les écrivains qui sont absents de ce dossier pourtant déjà bien fourni, il y a Céline qui a également fait alors il n'est pas originaire de Flandre, mais qui a fait un séjour en Flandre qui a été assez marquant d'ailleurs dans son existence et que je crois que vous aviez évoqué dans un article d'un précédent numéro. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode qui est assez intéressant? Oui, un séjour en réalité bien involontaire puisque Céline est mobilisée dans un régiment de cuirassiers pendant la Première Guerre mondiale et il est gravement blessé dans le village de Poelcapelle qui est un petit village, alors du côté belge, du côté flamand de Belgique, mais à quelques kilomètres de la frontière, sauf erreur de ma part d'ailleurs, c'est dans ce même village que l'aviateur Guinmer trouve la mort. Céline est donc blessée et en convalescence à Hasbrook, où il noue une relation amoureuse avec une infirmière. Bien évidemment, l'expérience de la Première Guerre mondiale le marque énormément et il livrera nombre de souvenirs sur son passage à l'hôpital d'Hasbrook dans un certain nombre de ses écrits, à commencer par Voyage au bout de la nuit. Comme vous l'avez dit en début de cette émission, il est difficile de parler de littérature régionale sans parler de régionalisme, un petit peu au moins. On sait que la République jacobine a longtemps combattu les expressions régionales, notamment linguistiques. On a tous en tête les exemples notamment
du breton, avec les célèbres affiches interdit de cracher par terre et de parler breton qu'il y avait dans les cours de récréation, ce genre de choses assez violentes. Est-ce que la Flandre a connu le même type, on va dire, de répression? Quelle a été comment dire, l'attitude de la République jacobine vis-à-vis de la Flandre du côté français, on va dire? Alors, c'était très exactement la même réaction. Il était d'ailleurs marqué à la peinture sur les murs de certaines écoles, défense de cracher par terre et de parler flamand, ou défense d'uriner sur les murs et de parler flamand. Les enfants surpris à parler flamand entre eux dans la cour de récréation se voyaient remettre par l'instituteur une pièce de bois, une espèce de sabot qu'on appelle le signum. Et l'enfant qui entrait, revenait de la récréation en classe avec ce signum autour du cou était puni. Alors bien évidemment, la République a combattu de la même manière la langue régionale qui a plus rapidement disparu peut-être que dans les autres territoires. Bon, tout d'abord pour une raison très simple, je crois que vraisemblablement que le peuple flamand a manifesté moins de résistance que les autres. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et l'avouer. Mais je pense également que la pénétration du français en Flandre a été plus aisée que dans un certain nombre d'autres territoires. Je pense notamment à ce remarquable historien qui s'appelle Eugène Weber et qui, dans son maître ouvrage La fin des terroirs, démontre parfaitement que la langue se conserve d'autant mieux dans des territoires ruraux, accidentés, je pense notamment aux vallées basques ou corses par exemple, ou vraiment dans les territoires bretons les plus reculés. Bien évidemment, la Flandre est un territoire absolument plat, parsemé de nombreuses villes dans lesquelles la bourgeoisie affecte de parler français. Et je crois que la pénétration progressive de l'idiome français a été largement favorisée. Puis également le Nord-Pas-de-Calais, qui était à l'époque une région très riche et qui très rapidement a été pourvue en infrastructures, tout d'abord ferroviaires et ensuite autoroutières. Et la première autoroute de France, par exemple, relie Paris à Lille. Je crois que l'ensemble de ces facteurs ont contribué à accélérer la disparition progressive du flamand, qui n'est guère plus parlé aujourd'hui, sauf erreur, que par environ 30 000 personnes, encore que je trouve ce chiffre assez élevé. Et évidemment, parmi ces 30 000 personnes, vous comprendrez aisément que l'on parle beaucoup plus facilement flamand dans les maisons de retraite que dans les cours de récréation. Puisqu'on en est à parler de la langue, il faut aussi souligner que le flamand, c'est une langue qui connaît énormément de patois. Parfois, d'un village à l'autre, on peut constater certaines nuances. Est-ce que certains auteurs anciens, je pense surtout à ceux-là, ont souffert d'un manque de traduction? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un héritage littéraire oublié, justement en raison de ces patois qui n'ont pas été traduits? Alors, concernant toutes les traces que nous conservons d'auteurs et parfois villageois, et je pense à Andrie Steven, qui est parmi les auteurs les moins connus du dossier de Livre Arbitre. Je n'ai pas connaissance qu'un auteur ne soit pas connu parce qu'il n'est pas compris à 20 km ou à 100 km. En réalité, il est vrai que d'un point de vue linguistique, la Flandre est une terre assez compliquée dans laquelle il y a encore aujourd'hui une guerre linguistique entre ceux qui veulent assurer la promotion du dialecte ou des dialectes et ceux qui sont plutôt favorables au néerlandais standard déterminé en 1844 par l'Académie. En réalité, le néerlandais est une langue commune à tous les flamandophones ou tous les néerlandophones, ce qui n'en fait pas une langue unique. Effectivement, tous les Flamands parlent le flamand qui est pratiqué dans leur ville ou aux alentours, plus ou moins avec des mots teintés vraiment spécifiquement de leur village, etc. Mais je crois que
le mythe de ces Flamands qui ne se comprendraient pas les uns les autres à quelques dizaines de kilomètres de distance est très exagéré. Xavier Aimant. Oui, je voulais revenir juste un instant sur la question de la République jacobine et de ses rapports avec les régions. Vous parliez de la quasi-disparition de la langue flamande dans le nord de la France. Donc c'est une situation assez différente de celle des autres régions, puisque que ce soit en Bretagne ou même en Alsace, il y a un renouveau linguistique régionaliste depuis quelques années, avec notamment le développement en Bretagne, on pense aux écoles d'Iwan. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le même phénomène, en Flandre du tout? Alors, il faut bien comprendre une chose. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de mouvements régionalistes, je pense notamment à la Bretagne ou à la Corse, ont pu trouver quelque accommodement dans la présence militaire allemande, dont certains services politiques pouvaient également trouver de l'intérêt dans les langues régionales et notamment dans les régions celtes ou germaniques. Bien évidemment, l'ensemble de ces mouvements sont couverts d'opprobre et un certain nombre d'animateurs de ces cercles régionalistes sont épurés. Le régionalisme renaît, c'est grosso modo dans les années 60, c'est un peu plus compliqué que ça, et passe à gauche, à la différence du mouvement flamand qui, lui, reste très marqué à droite et très largement inspiré de ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière, à droite, voire même à ce qu'on appelle l'extrême droite. Je pense que cela a pu nuire à la réussite des revendications du nouveau mouvement flamand qui éclot en 1968, qui est très largement inspiré des idées de la nouvelle droite. Je pense que c'est la raison pour laquelle, effectivement, les revendications n'ont pas abouti, comme en Bretagne, où vous citez les écoles d'Iwan, ou au Pays Basque avec les Ikastola. Il y a quand même, évidemment, quelques initiatives en Flandre française pour l'enseignement du flamand ou du néerlandais, désormais soutenu par les pouvoirs publics, de mon point de vue, beaucoup trop timidement, mais bon, on va s'en satisfaire. On vous retrouve dans un instant, messieurs. Tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et Xavier Aimant, vous reprenez donc la parole pour cette fin d'interview. Oui, alors comme nous l'avons dit au cours de cet entretien, on trouve bien évidemment dans ce dossier du dernier numéro de Livre Arbitre sur la littérature du nord de la France des noms très connus comme Paul Claudel, l'abbé Prévost, le sinistre Robespierre ou Marguerite Yourcenar qui est malgré tout évoquée dans le dossier même si elle n'a pas d'article spécifiquement consacré à elle, mais aussi donc un grand nombre d'auteurs méconnus ou peu connus. Et je voulais vous demander si vous-même, qui êtes quand même un très bon spécialiste de la question, vous avez vous-même découvert ou redécouvert des auteurs à l'occasion du travail sur ce dossier. Oui, je dois avouer que certains auteurs picards m'étaient sinon méconnus, en tout cas je n'avais jamais rien lu d'eux. Je pense à Phileas Lebègue, par exemple. En ce qui concerne les auteurs flamands, André Brunin m'était totalement inconnu. J'ignorais même d'ailleurs qu'elle fut la mère d'un ami qui rédige très justement l'article, qui est le ténor Damien Top. Je reprends la main pour cette prochaine question. Dans votre dossier, il s'agit beaucoup d'auteurs anciens. Est-ce que la littérature régionaliste est encore vivante aujourd'hui? Ou est-ce que Oui, il y a encore quelques... Allez-y, oui, il y a toujours Jacques Messiaen, Régis Mac, Annie de Groot. Oui, bien sûr, il y a encore une littérature qui est peut-être un peu moins engagée d'un point de vue régionaliste, de la littérature de terroir, en fait.
Vous pensez qu'il faudrait retrouver une certaine tradition littéraire dans le combat régionaliste? Oui, je crois qu'il serait nécessaire euh, d'avoir une littérature peut-être un peu plus affirmée. Je crois que ça n'est pas, ça n'œuvre pas la destruction de la France. Je crois que de mettre en valeur son territoire, ça n'est pas faire œuvre de séparatisme. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'actualité la plus récente, je crois d'ailleurs, lorsque l'on regarde la carte de France des villes et des départements qui n'ont pas voté pour la droite dimanche dernier, que c'est au contraire Paris et l'Île-de-France qui font de ce point de vue véritable œuvre de séparatisme. Je crois qu'il est nécessaire que nous retrouvions fièrement nos racines parce que on n'en a pas encore parlé. Je crois que le film Bienvenue chez les Ch'tis a fait énormément de mal à la région. J'ai assez peu d'empathie et de sympathie pour Danny Boone. Je suis blessé, je ne comprends pas que ce film ait pu plaire à tant d'habitants, pas tant encore parce qu'on montre les habitants de la région comme finalement ce que nous sommes, un peuple certainement jovial et très accueillant. Euh, non pas tant non plus parce que je trouve que nous sommes un peu moqués dedans, je l'accepte tout à fait, mais surtout parce que le mot ch'ti est à la base une insulte pour se moquer des soldats de notre région pendant la Première Guerre mondiale qui parlaient le picard et ne comprenaient pas ou peu le français. Je ne comprends pas qu'un certain nombre des habitants de Flandre, d'Artois et du Hainaut épousent cette appellation. C'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Et quand je vois que Danny Boone a recueilli, a fait se rassembler davantage de monde sur la grande place de Lille que le général de Gaulle, eh bien, je crois que malheureusement, cela prouve le niveau de soumission de la population régionale des Hauts-de-France. Vous pensez que ça s'explique par une soumission ou peut-être simplement par un manque de connaissances? Est-ce que les Picards ont conscience que ce mot ch'ti est initialement une insulte? Non, je ne crois pas. Non, non. Alors tout d'abord, c'est une appellation qui a été soutenue, pardon pour l'anglicisme, mais à grand renfort de politique de marketing, soutenue par les collectivités locales, territoriales. Et puis, c'est devenu une mode également par le biais de la musique, parfois de carnaval, etc. Et ce mot s'est imposé dans l'esprit populaire au détriment de ceux des noms historiques de la région et à plus forte raison du mot Flandre. Et je me souviens que lorsque l'on se définissait encore comme flamand dans les années 80, même dans les années 90, bon, c'était immédiatement perçu comme flamand égale nazi. On le voyait de toute façon parfois écrit sur certains murs ou dans certaines revues. Xavier Aimant. Oui, je voulais vous demander si vous vous adressiez à un lecteur qui est totalement béotien concernant la littérature flamande. Au sein de ce dossier, si vous aviez à choisir de lui conseiller un auteur qui vous paraît le plus représentatif de cette littérature, lequel serait-il? Sans aucune hésitation, je dirais Maxence van der Merch, qui est Goncourt. Bon, je ne m'avancerai pas sur l'année parce que je crains de me tromper. Maxence van der Merch, qui est très certainement le plus grand écrivain des classes ouvrières de la région, pardon, sans justement tomber dans l'exagération un peu misérabiliste de ces classes populaires. Plus particulièrement Le Péché du Monde ou La Petite Sainte Thérèse, qui sont, selon moi, ou Corps et âme, bien évidemment, qui sont les chefs-d'œuvre de cet auteur régional. Quand vous lisez Maxence van der Merch, est-ce que sans connaître l'auteur, on pourrait on pourrait reconnaître justement que c'est de la littérature flamande? Oui, de ce point de vue, alors,
Évidemment, mon propos sera critiquable, mais j'estime que c'est un peu le Jacques Brel de la littérature régionale du nord de la France. Vous voyez, Jacques Brel qui fait écho à son pays wallon et belge et flamand également, dans nombre de chansons, sans pour autant les citer, mais on sent ce parfum, on sent cette odeur, ce terroir. Je crois que c'est la même chose pour Maxence van der Merch. Xavier Aimant. Alors, vous avez brièvement parlé de cinéma en évoquant Bienvenue chez les Ch'tis que vous n'avez pas vraiment apprécié. Alors, à contrario, comme je sais que vous êtes assez cinéphile, est-ce que vous avez en tête un film qui, lui, au contraire, rend un bel hommage ou est représentatif de la région et de sa population ? Existe-t-il un cinéma régionaliste en Flandre, Artois et Hainaut? Je dirais que non, de ce point de vue. Il y a évidemment un certain nombre de très beaux films. J'ai par exemple beaucoup apprécié Germinal de Richard Berry, mais qui n'est évidemment pas un cinéaste issu de notre région. Non, d'un point de vue cinématographique, c'est assez pauvre. Il y a bien évidemment un certain nombre de réalisateurs, mais je pense à Arnaud Desplechin, il y en a d'autres, mais ou Bruno Dumont, qui dont la vie de Jésus, par exemple, au contraire. Alors Bruno Dumont, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, par ailleurs, mais bon, dont le parti pris dans ses films est discutable, selon moi, et on ne peut pas parler de cinéma régionaliste à part entière. Même question pour la chanson, puisqu'il s'agit aussi de textes que l'on écrit. Peut-être Oui. des paroliers ont-ils permis de faire rayonner la culture flamande ? Alors oui, là, davantage. Alors, il y a énormément de groupes qui reprennent le travail de collecte des chants populaires flamands de France entrepris par Edmond de Coussemaker au XIXe siècle, qui est l'équivalent en Bretagne, par exemple, de Théodore Hersart de la ville marquée, qui est l'auteur du Barzaz Braise. Aujourd'hui encore, nombre de formations musicales reprennent le patrimoine chansonnier d'Edmond de Coussemaker. La tradition des bals folk est très vivace en Flandre. Il y a également eu des chansonniers plus régionalistes. Je pense notamment au regretté Jacques Ivard qui nous a quittés, qui est un peu l'équivalent de notre Glenmore. Également Joël Enclerc, qui ont beaucoup chanté, ou même quasiment, qui n'ont chanté qu'en langue régionale flamande. Et aujourd'hui encore, nous avons la troupe Eutreleuze-Koor, par exemple, qui veut dire le cœur du géant, et qui rassemble énormément de monde autour de Dunkerque. Il n'y a pas réellement de tradition, en revanche, de rock régionaliste comme au Pays Basque, par exemple, ou en Bretagne, mais davantage de la chanson folk, absolument. Xavier Aimant. Oui, en parlant des événements et des artistes divers qui entretiennent l'idée régionale, je crois qu'il y a annuellement une grande fête justement régionaliste qui est organisée dans le nord de la France, qui s'appelle la Zannekin Fest, et donc aura encore lieu cette année au mois d'août, je crois. Absolument. À la fin du mois d'août, la Zannekin Fest, donc ce sera la 11e édition en 2024. Elle tire son nom d'une bataille de Cassel, à l'occasion de laquelle Klaas Zannekin, qui est un milicien flamand, on parle de milice communale, de l'autre côté de la frontière, est mort avec plusieurs centaines de combattants, de membres des milices communales flamandes de France au pied du mont Cassel. Et c'est une fête musicale, avec également une fête linguistique, tournoi de béour, tournoi de chevalerie, qui s'adresse principalement aux enfants pour les éveiller à la culture flamande, avec moult bière, bien évidemment. Est-il besoin de le préciser? C'est une fête qui rassemble sur le week-end quand même plusieurs milliers de personnes. Et bien évidemment, j'invite tous ceux qui sont dans le coin ou qui souhaiteraient faire le déplacement et s'initier aux fêtes flamandes à se rendre à Arlexpoed,
à la fin du mois d'août. Évidemment, vous me prenez au dépourvu, je n'ai plus les dates en tête, mais on est vraiment vers On la les fin du mois redonnera d'août. sur la radio. Et alors, vous disiez que c'est une fête qui s'adresse aux enfants, mais pas que, puisque je m'y suis moi-même rendue à plusieurs reprises et j'ai toujours passé un excellent moment. Donc, je conseille la Zanokin Fest à tous les auditeurs, effectivement, amateurs de bière. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ça à l'antenne, mais disons-le, si Franck me dit que nous avons le Avec droit. modération, c'est tout. Voilà, parfait. Ben, je l'ai dit une fois, ça suffira. Et puis effectivement, ces tournois de Béour, il y a beaucoup de costumes traditionnels. C'est l'occasion de découvrir tout un patrimoine parfois oublié. Donc on vous invite vraiment à vous rendre dans le pays flamand pour découvrir ces traditions parfois oubliées. Xavier. Virgile Dernoncourt, si vous aviez quelques mots pour finir, pour encourager les auditeurs à s'intéresser à la littérature flamande, qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh bien que je crois qu'il est nécessaire que pour former un territoire, que les Parisiens ou le reste du territoire soient conscients qu'il existe une littérature propre à chaque territoire et qu'il est nécessaire de se confronter à toutes ces littératures. Moi-même, je m'intéresse à des littératures très diverses d'autres régions comme le Pays Basque ou la Corse. Et je crois que c'est de cette manière que la civilisation européenne et l'identité française seront les plus fortes et les mieux à même de résister au rouleau compresseur mondialiste. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cet entretien, Virgile Dernoncourt. Merci à vous aussi, Xavier Aimant, pour votre participation. Je rappelle que vous êtes notre nouveau journaliste partenaire du mercredi, en alternance avec François Bousquet. Merci à tous les deux et à très bientôt, peut-être autour d'une bière à la Zanokin Fest, qui sait.